Bonjour, bienvenue pour ce troisième vlog pendant ce troisième jour de marche sur le sentier Qatar GR 367. Je viens de me réveiller, j'ai pas très bien dormi et vu que je me suis installé dans un endroit un peu nul pour passer la nuit, j'en étais sûr. Le soleil tape sur la paroi, il fait 1000 degrés dans la tente, obligé de me réveiller. Il est 7 h du mat, je suis éclaté. C'est dur, allez, cette rando est dure pour l'instant. Puis alors, regardez le type de sol que c'est ici. Donc déjà, quand tu marches pieds nus, ça t'arrache les pieds. Mais en fait, c'est des petits cailloux qui vraiment sont ultra tranchants. Donc ça m'a percé le dessous de la tente. Mon matelas aussi, enfin mon tapis de sol, hier soir, je l'ai déchiré. Et regardez le genre de buisson qui t'attend, quoi. De bon matin, si t'es pas réveillé, tu marches là-dessus, ça réveille. Hein. Juste des épines partout. Et alors, je vous parle pas pour planter la sardine, là. Quand je pense que les Qatars, quand ils se faisaient attraper, on leur laissait le choix, on leur disait soit tu te reconvertis à la vraie religion, soit on te tue. Et la plupart, en tout cas dans les textes et les écrits, préféraient mourir, hein. Personne ne changeait d'avis. Du coup, on les cramait, les Qatars. Hein. C'est vraiment le truc du bûcher. Voilà, ce matin, j'étais en train de penser aux Qatars qui brûlaient. Alors que moi, je suis en PLS dans une tente parce qu'il fait un peu chaud. Donc voici où j'ai passé la nuit. Alors l'avantage c'est que c'est tranquille, hein, je me suis éloigné de la route. En gros je suis passé par un petit chemin qui quittait la route là. J'ai compris qu'il n'était pas utilisé parce que il y avait des herbes assez hautes, donc je me suis dit bon, il n'y a pas de véhicule qui passe là-dessus. J'en ai tiré cette conclusion hier soir. Je suis arrivé là et là t'as une petite esplanade. Et en fait le seul endroit un peu plat, c'est là où je me suis installé. Et voilà, dès que le soleil se lève, ça c'est un truc, faut y penser ça quand vous installez votre camp. Hier soir j'étais tellement fatigué qu'il s'est passé un truc assez bizarre. Je suis arrivé ici et j'ai commencé à monter la tente. Puis après je me suis dit faut que je mange quelque chose avant d'aller au lit parce que j'avais le ventre vide. Donc je mange un petit bout de saucisson, un petit bout de pain. Dès que j'ai fini de manger, mon corps s'est mis à trembler. Je me suis mis à trembler comme ça, comme si j'avais extrêmement froid alors que je pétais de chaud hier. Et je contrôlais plus rien. Les dents qui claquaient. Ouais, tout mon corps s'est mis à trembler en fait. Ça m'a fait vachement bizarre, hein, ça m'a vachement inquiété. Du coup, je me suis vite allongé, j'ai bu de l'eau et je suis rentré dans la tente. Plus aucune maîtrise de mon corps. Ce qui fait que j'ai pas pu... parce que généralement c'est le soir, c'est une fois que je suis arrivé, que je suis installé pour la nuit, que je monte le vlog avec le petit logiciel de montage. Mais là, j'ai pas pu, quoi. Hier soir, j'étais vraiment pas bien, fallait vraiment que je dorme. Enfin, j'ai peur qu'il y ait un décalage, quoi. Qu'il y ait un jour de décalage entre le jour où je tourne et le jour où je sors. Il me faut du temps, ça demande du temps de monter les vlogs, mine de rien. Regardez ce que je viens de voir. Je m'en suis pas rendu compte, mais en fait, j'étais plus très loin du château. Le château où je comptais passer la nuit. Voici le château d'Aguilar. Château Qatar, les amis. Le deuxième qu'on croise pendant cette randonnée. Mais apparemment le premier n'était pas vraiment Qatar comme on avait pu le lire. Par contre celui-ci, je crois qu'on est en plein dedans. C'est vraiment un château, pour le coup, comme on l'entend, à la fois un château fort qui permet de protéger un lieu, de surveiller les ennemis qui arrivent au loin. Il est pile à la frontière du Roussillon, en haut d'un pic, classé imprenable. Son histoire est très chargée. Un coup c'était les Espagnols qui l'occupaient, un coup les rois de France. Ce château était
très prisé parce qu'il faisait partie aussi d'un des rares châteaux à donner un accès direct à la route de Narbonne. J'allume la radio 2 minutes. Que des conneries. Que des conneries. Ah oui, test obligatoire, PCR, augmentation des malades, Covid, mort, incendie à Marseille, tout le monde meurt, bébé meurt. Comment tu ne veux pas être dépressif? On vous tient en permanence par les testicules avec la peur et la crainte. Coupez toutes ces merdes. Coupez toutes ces merdes. Voilà, c'est de bon matin, ça m'a déjà mis de mauvaises ondes en moi. Parce que tu écoutes cette nana qui raconte les infos, qui lit sa dépêche, son journal, d'un air détaché aussi. Vous avez pas remarqué ça? Les journalistes, ils sont toujours obligés d'être neutres. Faut pas qu'ils expriment quand ils sont contents, mais faut pas qu'ils fassent non plus les choquer. Donc tu as une sorte de mec déshumanisé, sans émotion, qui te raconte les infos là, façon Jean-Pierre Pernaut, sans aucun sentiment. C'est dénué de toute émotion. Donc du coup, t'as l'impression que plus rien n'est grave. Parce que vous allez me dire, ouais, mais c'est obligé, le journaliste, il est censé être neutre, il est censé être impartial. Déjà, les journalistes, c'est des putes, hein, ils sont pas neutres et impartials. Et ensuite, ça trompe, c'est trompeur. Parce que du coup, tu dis, ah ben ça va, c'est pas si grave, vu que le monsieur qui me le dit en face n'a pas d'émotion, n'a pas un sourire, n'a pas une larme. Et vous vous rendez pas compte, mais ça joue sur notre cerveau. Notre cerveau est fait pour capter les émotions. La lecture du visage par le regard et les micro-expressions. Du coup, quand en face de toi, on te met un pantin qui lit un texte, tu comprends pas. Tu comprends pas si tu dois être heureux, pleurer, avoir peur. Donc face à ce bug, à ce paradoxe, ça t'enlève toi aussi tes émotions. Et donc au final, quand on te dit des gens meurent, c'est la guerre, machin, et après voilà, t'es lobotomisé. T'es un robot sans expression, inexpressif. T'es là dans la société, qu'on te parle d'un drame qui s'est passé à côté de chez toi ou à l'autre bout du monde, ça te touche pareil. Tu es là, neutre, mais avec la boule au ventre quand même. Parce qu'ils maintiennent un climat d'angoisse. Parce que ça fait plus de chiffres. Quand tu parles des infos où tout se passe bien, les gens s'en branlent. Les gens veulent du sang, ils veulent de la violence. C'est comme sur YouTube. Tu es obligé de faire des titres aguicheurs. Les gros titres rouges des journaux. Urgence, danger, attention, mort. Pour attirer l'œil. Sinon, si tu fais une presse où tout va bien, tout le monde s'en fout. Et pourtant, ça changerait la face du monde. Si on commençait dans les journaux, écrits ou visuels, hein, à la télé, à parler quand ça va, du positif, ça changerait tellement la face du monde. Les gens qui sont devant leur télé, ils sortiraient et ils seraient plus là à juger le voisin. Ah, est-ce qu'il est vacciné ce petit jeune? Est-ce qu'il porte son masque? Non. Si on leur dit tout va bien, rassurez-vous, on maîtrise la situation. Vous imaginez à quel point le monde serait meilleur? Bref, arrêtez de vous abreuver et de vous nourrir de toute cette daube. Oh, c'est épique d'arriver comme ça là. Oh, génial. Waouh. Avec les Pyrénées au loin là. Ah, ça le fait bien là. Château Cathare en vue. Oh. Ah, celui-là je l'ai pas volé. Fallait le mériter là. Ça grimpe de bon matin là sous le soleil. Je suis déjà tout transpirant, en plein effort. J'ai déjà plus d'eau. Mais quand on arrive là ça claque là. Le château d'Aguilar fait partie des 5 fils de Carcassonne. C'est-à-dire que dans la collection des beaux châteaux à Carcassonne, il y en a 5 qu'on retient principalement parce qu'ils sont classés Cathare et surtout au sommet de pitons rocheux, réputés imprenables. On a donc celui-là, le château d'Aguilar, on a le château de Quéribus, de Puylaurens, de Termes et de Peyrepertus. Alors j'espère qu'on aura l'occasion de tous les voir. Et voilà, celui-là, il est quand même, apparemment, il est assez connu, assez réputé. C'est parti pour la visite du château. Les amis, je me marre parce qu'en fait, figurez-vous que le château est en fait payant
Moi je pensais naïvement tomber que sur des châteaux en ruine et dormir tous les soirs dans un château différent. Mais j'ai bien fait de pas arriver ici hier soir parce que j'aurais été déçu, c'est fermé et il faut payer pour rentrer. Alors moi sur le coup j'ai un peu tiré la gueule, j'ai fait oh non, hors de question que je paye pour visiter un château. J'hésitais à partir, puis après j'étais tiraillé, j'étais là genre quand même un château Qatar et tout. Je suis venu ici à pied, je peux pas me barrer comme ça. Donc je suis rentré par curiosité en bas là, à l'accueil. Genre oui bonjour, c'est payant, oui. Ah ok, vous venez d'où? Alors tu sais je lui explique, je fais le chantier Qatar. Ah vous avez fait Saint-Jacques aussi, parce qu'elle voit qu'il y a une coquille Saint-Jacques accrochée au sac. Oui, ah et tout. Bon alors moi je lui dis bon écoutez, je paye l'entrée, d'accord. Bon c'est pas très cher, c'est 4 €. Bon je paye l'entrée, d'accord. Mais en échange, est-ce que vous pouvez recharger mes batteries? Je lui dis, parce qu'il y a des prises en bas. Enfin oui, pas de souci. Et là le temps que je sorte mes batteries de mon sac, elle me dit vous savez quoi? Je vais vous le faire gratos. Voilà, vous avez du mérite, je vois pas grand monde, il y a très peu de gens qui font cette rando, allez je vous le fais gratos. Et du coup, regardez, j'ai mon ticket d'entrée avec marqué 0 € dessus. En fait, elle m'a fait, parce qu'apparemment la visite du château est gratuite pour les habitants de Tuchan. Donc elle m'a fait l'entrée gratuite, donc je suis trop content, donc j'ai bien fait. Et j'ai même un petit fascicule qui va m'expliquer l'histoire du lieu, il est juste là le château. Je suis content. Ah oui, elle m'a gardé mon sac aussi. Donc là, je marche enfin sans sac. Et franchement, c'est le jour et la nuit. Au bout d'un moment, j'en peux plus du sac. Oh là 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 là, les gars. De retour de croisade, Olivier de Termes vient de passer Tuchan pour s'engager sur le chemin qui mène sur son château d'Aguilar. Aguilar vient de lui être rendu par le roi Saint-Louis pour le remercier de ses services en Orient. Enfin, il aperçoit son vieux donjon, reconnaît la petite chapelle qui domine le village dont les terrasses occupent les flancs de la colline au plus près du château. Ces murs sont encore ceux qui autrefois ont accueilli des seigneurs védis, alors sous sa protection. Mais ce temps est bien révolu. Olivier, devenu fidèle vassal du roi de France, va bientôt voir Aguilar s'armer de nouvelles fortifications et se hisser au rang de forteresse comme Peypertus et Quiribus. Situé sur un mamelon rocheux et dominant le prestigieux vignoble du Haut-Fitou, ancienne possession de la famille des Termes, Aguilar devient au XIIIe siècle l'un des 5 fils de Carcassonne. La forteresse royale défendait alors la frontière entre les royaumes de France et d'Aragon. Aujourd'hui, l'ancienne forteresse veille sur les paisibles étendues de vignes de Tuchan et Patiole. En 1210, il est occupé par Simon de Montfort, avant de tomber aux mains de Saint-Louis, roi de France. Il fut consolidé et modifié par les ingénieurs royaux à la fin du XIIIe siècle. Son enceinte supérieure montre des particularités architecturales tout à fait originales dans la région. Me voici redescendu du château. Ça y est, je reprends la route. Et donc par logique, la prochaine étape pour moi, le prochain village, c'est Tuchan. Ah, je suis trop content, ce château là il claque trop. Bon, faut que je précise 2-3 trucs. Quand on dit château Qatar, ou église Qatar, ou abbaye Qatar, parce qu'en soi, c'est pas spécialement les Qatars, c'est pas les hérétiques qui les ont construits. C'est juste qu'à une période, ils les ont soit fréquentés, soit ils ont été se réfugier dedans, soit le roi ou le seigneur qui occupait le château a défendu les Qatars à un moment donné en les hébergeant ou en se positionnant dans ce conflit. Dès l'instant qu'un seigneur ou qu'un vicomte du coin a soutenu les Qatars, on dit on dit c'est un village Qatar ou c'est un château Qatar. Mais en soi, ce château là derrière moi n'était pas Qatar. Olivier de Termes, à qui le château appartenait, a soutenu les Qatars
Et du coup, il s'est fait sucrer son château, c'est-à-dire que le roi de France l'a déshérité, lui a dit bah, écoute, tu rends ton château au royaume de France. Donc il a perdu son château. Et après, Olivier est parti en croisade, en Terre Sainte. Et à son retour, le roi lui a rendu son château pour le remercier d'être parti en croisade. En fait, tous les châteaux qu'on risque de voir, très peu sont cathares. Ce matin, dès mon réveil, un des premiers trucs que je vous ai dit, c'est ouah, j'ai chaud dans ma tente, ça me fait penser aux bûchers cathares, souvent on les cramait. Et en fait, j'aimerais vous parler de pourquoi on brûlait les gens au Moyen-Âge, quelle est la symbolique derrière le fait de cramer des gens et pourquoi cette méthode pour tuer quelqu'un plus qu'une autre, cette méthode d'exécution. Il faut savoir qu'au Moyen-Âge, les gens ne croient pas en Dieu. Vous savez pourquoi ils n'y croient pas? Parce qu'il n'y a pas besoin d'y croire. Dieu existe, c'est un fait. Tout le monde sait que Dieu existe. Et tout le monde croit en un paradis et un enfer. Donc ça va de soi qu'il n'y a pas besoin d'y croire, vu que c'est un fait. Est-ce que vous croyez aux oiseaux? Non, vous savez qu'un oiseau ça existe, c'est pas une croyance. Au Moyen-Âge, c'est cet état d'esprit qui règne sur Dieu et la religion. Et en fait, le bûcher vient tout simplement du feu purificateur. Il a double fonction. Le feu purifie l'âme, l'âme corrompue, l'âme des hérétiques, parce que pour eux, voilà, les cathares, c'est des gens qui ont perdu l'âme, en fait, qui sont presque devenus fous. Donc il faut les cramer pour libérer leur âme, la nettoyer, la purifier. Et en même temps, c'est le feu de la damnation éternelle, le feu de l'enfer. Donc c'est le feu du châtiment. T'es un hérétique, bon ben tu iras cramer en enfer pour le reste de l'éternité. Donc en fait, le feu a cette double fonction d'à la fois purifier l'esprit, l'âme, et de renvoyer à cette image de l'enfer. Souvent, ils faisaient ça en place publique, comme un spectacle, afin de montrer aux gens que c'était pas très bien d'être hérétique, on risquait de cramer. Par contre, il faut savoir que les inquisiteurs, ceux qui faisaient les bûchers, prenaient ça comme un échec. Souvent, brûler des gens n'était pas signe de fête et de festivité. C'était la preuve d'un échec, car ça signifiait ne pas avoir réussi à ramener la brebis égarée. Parce que comme je vous l'ai dit, souvent ils laissaient le choix aux cathares. Est-ce que tu veux revenir à la raison? Est-ce que tu veux te reconvertir à la vraie religion? Ou est-ce que tu veux périr? Et le cathare, croyant à ses idées, préférait souvent mourir par les flammes. Il y a une petite expérience que je vous invite à refaire chez vous. C'est marcher pieds nus là-dessus, c'est impossible. C'est trop brûlant, ça brûle. On sent que c'est pas adapté au corps humain ce truc-là. Bref, les amis, regardez où j'arrive. J'arrive enfin à Tuchan. Donc mon objectif ici, ça va être de remplir mes gourdes d'eau. Car, encore une fois, mon stock d'eau part beaucoup trop vite. Je pense que c'est pas assez de litres. Je me suis mal organisé sur l'eau, je dois avouer. Donc, remplir mes gourdes. Et idéalement, si je trouve un petit bar où me prendre un café ou un truc un peu frais, et c'est surtout pour recharger mes batteries, ou alors si je trouve pas un bar, des toilettes publiques où il y a des prises électriques, ou une église ouverte. Enfin voilà, recharger un peu, parce que du coup, je suis vachement dépendant de ça. Du coup, en arrivant dans le village de Tuchan, là, je vais vous faire un peu le point. J'ai parcouru 56 km depuis Port-la-Nouvelle, depuis le point de départ. Et en altitude, je suis à 160 mètres. Donc rappelez-vous, on était parti de zéro. Voilà, donc 56 km de parcouru en arrivant ici. Et on est à l'altitude 160. Ça fait trop du bien, elle est fraîche. Quelle idée de foutre du béton dans les villes. C'est normal qu'il fasse chaud ici. La lumière tape sur tous les murs, le soleil, c'est un four. Les villes et villages, c'est des fours en fait. Les amis, moi qui voulais une brocante et un vide-grenier, je suis servi. C'est la bonne date, c'est le bonjour. Brocante trouvée. Bon, je vais rien acheter, mon sac est déjà bien assez lourd. Mais j'ai toujours aimé ce genre d'ambiance. C'est à toi les pots de bête là? Ouais. Les amis, je suis un putain de consommateur. J'ai pas pu me retenir. J'ai acheté de la fourrure.
sera mon nouveau tapis de sol. Là, on se rapproche un peu plus de l'ambiance Qatar. Putain, et on se rapproche aussi des 1000 kilos sur le dos, quoi. Les amis, je quitte la ville de Tuchan. C'était une sacrée expérience. Bon, déjà, comme vous l'avez compris, je me suis acheté une fourrure de vison pour dormir et me la jouer un peu plus Qatar. Et ensuite, il y avait une sorte de buvette où je me suis donc assis et j'ai demandé à ce qu'ils me rechargent mes batteries. Pendant ce temps, je buvais un café. Et putain, ils se sont mis à allumer de la musique. C'était genre la buvette de l'amicale des sapeurs-pompiers ou je sais pas quoi. Putain, c'était à qui mettait la musique la pire. Il y en a une, c'était genre on dit merci qui? Merci Jackie et Michel. Tu dis mais what? Putain. Ça m'a sorti de l'ambiance Qatar pendant un léger instant. Putain, on avait du Amel Bent, du Christophe Maé, on avait aussi Jackie la 4L. Vraiment, on me les a toutes fait, quoi. Et en même temps, je dois vous avouer, au fond de moi, j'aime bien. C'est-à-dire que on pourrait me dire, Céleste, toi qui es souvent méprisant, tu dois détester ce genre de gros bof. Non, au fond, je les aime bien. Je trouve qu'ils sont touchants, en fait. Je finis par aimer cette France qui est inconsciente. Tu sais, genre, tout le monde a peur, le Covid, tout le monde vaccin, pas vaccin. Là, il n'y a pas d'histoire de masque, personne l'avait. Et ils sont restés bloqués à une certaine époque, avec une sorte d'insouciance. Les sapeurs-pompiers, tu sais, là, ça casse le mythe. Hein. Les nanas qui fantasment sur les sapeurs-pompiers, alors ils ont des gros bras, ils ont le gros bide qui va avec. Ils sont juste là, ils sont bourrés, il est 12h30. Putain, ça m'a bien fait rire. Ouais, parce que vous en doutez, ici, c'est un climat assez aride. Donc, les pompiers, ils ont intérêt à être dans le coin. D'ailleurs, pour info, sachez que le bivouac est toléré sur ce sentier Qatar, si jamais vous voulez le faire. C'est-à-dire que je peux dormir où je veux, on va rien me dire. Simplement faire des feux, c'est interdit. Voilà, c'est tout. Par contre, la contrepartie, c'est que tu peux dormir vraiment où tu veux, en tente ou sans tente, de 19h le soir à 9h le matin, ce qui est assez tard, parce que d'habitude, c'est encore plus tôt qu'il faut lever la tente, c'est vers 7h. Donc voilà, sachez que si vous voulez faire le sentier Qatar, à partir de 19h le soir, vous pouvez vous installer. Et à 9h le matin, il faut que le camp soit levé. Non, mais du coup, je disais, le pompier, les pompiers, ils me font mourir de rire, quoi. Et ils étaient... Tu sais, il y a un petit côté hobbit. Tu sais, dans le Seigneur des Anneaux, t'as la communauté qui tente d'aller sauver le monde, hein, qui partent à l'aventure. C'est un peu ce que je suis en train de faire, là. Et pendant ce temps, au village, à Hobbitbourg, restent les hobbits insouciants, inconscients qu'en fait, le destin du monde est en train de se jouer. Eux, ils sont là à continuer à manger du fromage, boire des bières, faire leur petit jardin. Ils sont dans leur trou de hobbit. Et du coup, c'est un peu ça la morale du hobbit, c'est que il en faut aussi des gens comme ça. Il faut ces gens simples qui sont là à animer un village et que finalement, quand on rentre, on est content de les retrouver. C'est-à-dire que moi qui râle souvent, on pourrait se dire ah putain, ça doit te donner chaud quand tu vois des pompiers qui foutent de la dubstep ou de la musique un peu de gros bof. Qu'est-ce qu'on est serré façon sardine. Mais en fait, non, il y a un truc où, je sais pas, il y a une sorte d'amour hein, pour eux. Ils me font rire en fait. Il y a un côté. Ah, j'aime bien ce genre d'ambiance. Après, j'ai grandi là-dedans, moi, j'ai grandi dans des ambiances de village comme ça, où les mecs, ils sont bourrés dès 11h, et tu sais, ils règlent leurs conflits à coups de boule, comme ça, il n'y a plus de discussion possible. Du coup, je crois que c'est ça, en fait, qui me touche. C'est cette petite ambiance, village profond, village perdu. Tu sais, on sait pas pourquoi t'as un spar, le spar est fermé, quoi, tu sais, il n'y a plus de... Bon, d'accord, pourquoi mettre un spar, alors? Bref, en tout cas... je repars sur mon sentier Qatar, plein d'énergie et ils m'ont bien fait rire quoi. Là, ma prochaine destination, si j'ai bien compris, c'est un village qui s'appelle Cucugnan. Et moi je vise après Cucugnan une autre étape qui s'appelle Duyac. Duyac sous Paypertus, un truc comme ça. C'est dur à prononcer les noms ici. Hein. Donc Cucugnan suivi de Duyac. Et pendant ce chemin, il y a 2 châteaux en route.
On va croiser deux châteaux, le château de Paderne, un truc comme ça, et le château de Quéribus. Aujourd'hui il fait chaud là. Là, en plein soleil, en plein juillet, là les températures sont assez violentes. Regardez, je voulais filmer cette petite, ce petit monticule, ce petit tertre que je trouve excellent. En fait, il est tout pointu, on dirait une dent qui sort du sol. Et voilà, c'est tout, j'ai pas plus à dire. Je filme des petites choses insolites. Je lisais dans les commentaires du premier vlog. Ah d'ailleurs, merci au passage. Vous les avez, il y a eu beaucoup de commentaires, beaucoup de likes et surtout beaucoup plus de vues que mes autres vidéos. Et pourtant, ça dure 50 minutes, voire 1 heure. Je tiens dedans quand même un discours assez engagé, donc c'est pas le genre de truc qui plaît généralement. Mais en fait, vous lui avez fait un super accueil. Merci pour tous vos retours et pour tous vos commentaires. Et du coup, je rebondis dans le vlog du lendemain sur certains commentaires qui m'ont marqué. Et là, j'en ai un en tête qui me disait: oui, Céleste, moi je supporte pas ce genre de paysage, beaucoup trop aride, beaucoup trop sec. C'est vrai, je suis assez d'accord avec toi. Moi, c'est pas non plus le type de paysage que j'affectionne le plus. Les montagnes sont très rocailleuses, c'est poussiéreux, c'est sableux, c'est pas toujours joli. Moi je préfère aussi les forêts un peu plus grasses, un peu plus verdoyantes. Moi je suis habitué aux rivières qui coulent, à la verdure, aux fougères bien grasses. Du coup je suis d'accord avec toi là-dessus. Mais je pense qu'il y a des gens qui apprécient ce genre de paysage un peu aride et désolé. L'intérêt ici c'est les vignes, comme j'avais parlé dans le vlog précédent. Dans ces vlogs, j'ai souvent pris l'habitude de vous montrer un peu des vieilles bagnoles abandonnées que je trouve. Celle-là, je la trouve particulièrement jolie déjà par son design, mais aussi par sa rouille qui a pris tout le... Eh mais putain, mais regardez, à l'époque, il te faisait des bagnoles, mon gars, il y a juste du charisme, quoi. Je suis pas spécialement un passionné de mécanique ou de voiture, hein. Mais là, attendez, c'est les bagnoles un peu de Gotham City. Le décor est vraiment beau, mais alors ça souffle énormément. Là je passe dans une sorte de col, donc je suis vraiment dans un couloir venteux. Mais là j'avoue, ça le fait bien, quoi. C'est vraiment magnifique. Ça me rappelle à mon ex-cas. Les amis, je vois qu'il y a une rivière en bas. Ouais, vous m'avez compris. C'est mon premier bain depuis 3 jours. Je commençais à sentir un peu la chaussette, hein. J'en ai profité pour faire une machine, j'allais dire. J'en ai profité pour laver mon linge. Et sans savon, hein, juste de l'eau claire, ça marche très bien, hein. Ça sent même très bon. J'adore laver mes vêtements à l'eau de rivière. Et là, il n'y a pas que mes vêtements que j'ai lavés, il y a aussi moi.
Ça fait trop du bien, ça fait du bien au corps, à tout le muscle, et puis j'en avais besoin. Est-ce qu'il y a un truc derrière là? Non. Ce bien que ça m'a fait. Ah, là, je repars, j'ai plein d'énergie là. Ah, mais c'est dingue. C'est comme si je venais de faire une superbe sieste là. Ça m'a requinqué, la fraîcheur m'a... Regardez, j'avance trop vite. Mes jambes vont beaucoup trop vite. Ah, ça m'a fait un bien fou. Ah, ça m'a décrassé là. Du coup, j'en ai profité pour laver un peu de linge. Et là, il sèche sur moi. Ça, c'est mon t-shirt. Il est en train de sécher. Là, c'est mon slip en train de sécher. Là-bas, il y a les chaussettes. Et j'ai remis directement le débardeur qui est déjà sec. Entre le soleil et le vent, ouais, il est déjà sec, c'est fou quoi. En fait, dans une journée, il se passe trois choses principales. Et je me permets de vous l'expliquer pour comprendre un peu mon rythme qui des fois pourrait sembler être un peu lent. En fait, première chose, je marche tout simplement. J'ai une rando à faire, donc il faut que j'avance. Et ça me demande du temps et de l'énergie. Deuxième chose, il faut que je filme. C'est-à-dire que souvent je m'arrête, je sors le portable, je filme, voilà, je réfléchis à des sujets à aborder, je prends des photos, voilà, j'essaie d'archiver dans un certain ordre chronologique pour que les gens qui regardent les vidéos puissent comprendre l'évolution. J'ai pas envie, si vous voulez, de, par exemple, filmer mon arrivée dans un village sans avoir filmé le chemin qui y mène. Parce que souvent après, au montage, on va pas comprendre, ça va faire les villes qui se suivent. Enfin, c'est un exemple que je donne. Mais c'est une manière de dire que j'essaie de filmer à chaque fois toujours un petit truc qui accentue le côté progression du chemin, de l'aventure. Donc même si tout est réel, hein, rien n'est mis en scène, il y a quand même une volonté de raconter une histoire cohérente, dans le sens où j'ai envie que ça soit agréable à regarder. Parce qu'en plus le vlog généralement c'est quand même à bout de bras, la caméra tremble, le son est pas toujours terrible. Donc il faut au moins qu'on soit tenu en haleine par le sujet de la vidéo. Et le troisième truc, c'est qu'en fait, en plus de tout ça, je monte le vlog de la veille. C'est-à-dire que là, quand je marche, soit je filme avec l'appareil pour prendre ce qui se passe en face de moi, soit je suis sur l'application de montage pour monter la vidéo d'hier. Et en fait, à un moment donné, ça fait que je traîne. Et par rapport à ma dépendance à l'électricité, je voulais dire, j'ai des batteries externes, mais là, elles sont toutes plates. Et en fait, ça me pose un malus qui me ralentit beaucoup. C'est-à-dire que quand j'arrive dans un village et que je trouve une prise électrique, que ce soit dans un bar, dans une église ou ce que vous voulez, hein, dans une toilette publique, du coup, je suis obligé d'attendre que ça charge. Et des fois, il faut bien 3 heures, 4 heures de charge. Donc j'arrive, je me pose, j'attends. Et 4 heures, c'est du temps que je ne passe pas à marcher et à randonner. Donc, si je vous dis tout ça, c'est parce que je m'étais mis la pression en me disant ouais, il faut que je fasse ces étapes, et je me rends compte que je peux pas tenir en fait le rythme que je m'étais fixé, parce que sinon je marche de nuit. Je marche de nuit et je me couche à des 3 heures du matin, et c'est pas possible ça quand on fait une rando en bivouac sur plusieurs jours comme ça. Ça serait le temps d'un week-end, je dis pas, mais là je suis déjà éclaté le 3e jour. En fait, il faut que je marche à mon rythme. Voilà, quand je trouve des rivières comme là, je m'arrête, même si j'ai avancé que de 2 km. Quand je trouve un village, je me pose, je recharge les batteries, que ce soit moi en me reposant ou celle de mon téléphone. Voilà, faut vraiment que je souffle et que je speedrun pas. Tant pis si je la fais, si elle est prévue sur 12 jours et que moi je les dépasse. Il n'y a rien qui me presse de toute manière. Et c'est aussi parce que j'ai envie de vous faire de belles vidéos, de beaux vlogs. Vous vous en fichez, mais moi j'avais besoin de le clarifier avec moi-même. Avance à ton rythme. Nouveau château en vue. Bonjour. Alors ça, c'est l'arrivée sur un village la plus cool qu'on puisse faire. Regardez ce que je retrouve
Ceux qui ont suivi mes aventures sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle savent à quel point ces sacs sont importants. En effet, les petits doggy bags comme ça permettent de simplement se servir de poubelle. Oh, trop bien. C'est marrant de leurs églises ici. Putain. Regardez-moi cette lavande. Oh putain, le bonheur. Je crois que c'est une de mes odeurs préférées, la lavande. Non mais sérieusement, regardez-moi ce buisson de lavande. Danger, chute de pierre, accès interdit. Trop marrant. Mesdames, messieurs, le château de Paderne. Caché dans un buisson, on peut découvrir les restes des remparts, fortifiés. Le château de Paderne surplombe le village du même nom, sur la route qui relie Cucugnan à Tuchan. Le château est construit sur les hauteurs du village de Paderne, sur un piton de roches calcaires qui domine le Verdoulle, coulant en contrebas du village. Les chemins pour y accéder sont très escarpés, ce qui en faisait un ouvrage pratiquement imprenable. Le château de Paderne est situé sur le sentier cathare, qui relie la Méditerranée à Foix, en Ariège. Le château de Paderne est assez méconnu dans la région, car il n'a pas joué un rôle très important pendant la croisade contre les Albigeois, contrairement à ses voisins de Thermes, Quéribus ou encore Peyrepertus. Pendant la croisade albigeoise, Chabert de Barbera, compagnon d'armes d'Olivier de Thermes, protecteur des Cathares et seigneur de Quéribus, s'empare de la place. Après la prise de Quéribus, il négocie sa liberté contre l'abandon des citadelles au roi Louis IX. À la fin du XVIe siècle, après les guerres de religion, Pierre de Vic, originaire de Catalogne, fait l'acquisition du château et y fait des aménagements en conservant son aspect féodal. En 1706, les descendants revendront par la suite l'ensemble de l'abbaye de la Grâce qui laissera le tout à l'abandon à la fin du XVIIIe siècle. J'avoue, il y a quelque chose qui me dépasse et que je comprends pas. Pourquoi c'est laissé en ruine? Pourquoi ces châteaux, personne s'en occupe? Oui d'accord, ils mettent 3 spots sur les murs pour rendre le château joli le soir, mais pourquoi on est dans une société où c'est laissé à l'abandon ce genre de truc? Maintenant ils fabriquent que des daubes industrielles et des bâtiments dont personne ne se souviendra. Le château de Paderne s'éloigne derrière moi. J'ai repris ma route. Alors est-ce que ça vous a plu cette petite visite rapide? Non pas que ce château est moins intéressant que les autres, simplement il est déjà tard et je crois que j'ai un autre château dans pas longtemps déjà. Du coup, on aura vu pas mal de choses aujourd'hui. Encore un château qui a soutenu les Cathares, qui en a hébergé, ou du moins que le seigneur s'est occupé d'eux, a pris position on va dire. En réalité, il faut comprendre quelque chose sur les Cathares. C'était pas juste on va aller cramer des Cathares parce qu'ils pensent différemment ou parce qu'ils remettent en question la religion bien établie, bien mise en place. Non, c'était aussi l'occasion pour le roi de France de gagner du territoire, tout simplement. À l'époque, la France ressemblait pas à celle qu'on connaît maintenant. Elle était vraiment segmentée. Déjà, à l'ouest, à Léonard d'Aquitaine s'était mariée avec les Anglais et du coup, toute cette partie-là de la France n'appartenait plus au royaume français. Et le sud de la France était pareillement séparé en plusieurs frontières. Et du coup, lorsque le roi de France comprend qu'il y a une hérésie cathare,
Il s'associe, on va dire, avec le pape Innocent III, parce qu'à l'époque, le pouvoir politique était très étroitement lié avec la religion. Il décide, sous prétexte d'aller faire du nettoyage chez les hérétiques, sous bon prétexte chrétien, pour gagner sa place au paradis, il décide d'aller cramer ses frères et sœurs, et surtout, il en profite au passage pour agrandir le territoire, agrandir les frontières. Beaucoup d'historiens se posent même la question si au final l'hérésie cathare, les croisades albigeoises, n'étaient pas simplement un prétexte pour finalement simplement étendre le territoire à tous les vicomtes qui finalement étaient encore indépendants et n'avaient pas spécialement prêté allégeance au roi de France. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que peut-être s'il n'y avait pas eu les cathares, la politique et les religieux auraient trouvé un autre moyen, un autre prétexte, une autre raison de venir faire la guerre dans le sud pour étendre le territoire français. J'ai un ami à moi qui est à Toulouse en ce moment et là aujourd'hui ce samedi 17 juillet 2021 il y avait une manifestation contre le pass sanitaire et contre tout ce bordel de manière générale et du coup là il vient de m'envoyer 2-3 vidéos qu'il a filmées. Apparemment ils étaient plus de 6000 là-bas pendant la manif. Je lui disais ouais aux infos ils vont dire vous étiez 2 quoi toi et ton téléphone portable. Et non, je trouve ça cool parce que moi, c'est vraiment le chemin que je fais est vraiment lié à l'Occitanie et à l'histoire de Toulouse. Putain, ça fait plaisir de voir les Toulousains se réveiller là. Oh, bas des rétros Satanas. Eh, c'est dans votre sang le sang cathare, les Toulousains là. Et les Occitans là. Vous avez bien raison de vous révolter parce que finalement, c'est quoi là? Le conflit, qu'est-ce qui se passe? C'est le nord contre le sud. Hein. Encore une fois, je vous l'avais dit dans le premier vlog, hein. C'est le nord contre le sud. C'est exactement le même scénario que dans Game of Thrones. Le mal vient du nord. Winter is coming. Là, mais et voilà, et le sud, et on a le sang chaud ici. On va se révolter, on va pas se laisser faire. Donc c'est bien, ça fait plaisir. Force aux Occitans et aux Toulousains et à tous ceux du sud. On va pas les laisser nous niquer les gens du nord. Quand je dis les gens du nord, je parle principalement de notre gouvernement. Hein. Te vexe pas si t'habites à Châteauroux. C'est pas toi que je cible principalement. Châteauroux ou Limoges. Vous les gars, pour l'instant vous m'évoquez rien. Tout là-bas, au loin, au sommet d'une montagne, j'ai l'impression que c'est un peu trop carré pour que ce soit une montagne naturelle ça. Je me demande si c'est pas un château cathare qui domine juste le monde. Regardez-moi cette boule de feu surplombant le château cathare au loin là-bas. Ouais, je t'ai vu toi là-bas au loin. Putain, le soleil c'est vraiment juste une boule de magma en fusion quoi. Je suis en train de grimper par ce petit chemin. Et là je suis le marquage. Et je vois qu'il y a une petite flèche ruine prieuré. Et dis donc, ouais, je suis presque passé à côté sans le voir. Mais il y a juste un putain de bâtiment là. On dirait le lieu où Aragorn affronte les Uruk-hai. Mais c'est quoi ce délire? C'est beaucoup trop bien. Oh là là les amis, c'est magnifique. Je suis seul au monde, en haut d'une montagne, près de cette ruine. Oh mais si c'est pas un endroit de bivouac parfait ça. Les amis, c'est ouf cet endroit. Cet endroit est magnifique. Depuis tout à l'heure, je me fixe sur les châteaux cathares, mais je passe à côté d'autres ruines. Puis là, c'est l'endroit parfait pour du bivouac. C'est tout ce que je n'ai pas eu jusqu'à présent. C'est plat, il y a de l'herbe, c'est beau, il y a une bonne ambiance. Tu as un point de vue qui domine. Coucher de soleil. Une occasion si belle se présente pas tous les jours. Écoutez les gens, j'avais pas du tout prévu ça, mais je ressens trop de bonnes ondes ici. C'est trop agréable, il y a une pure ambiance. Je crois que je vais dormir là. C'est beaucoup trop bien.
Et comme la leçon que je devais tirer de mes expériences précédentes, c'est que quand on trouve un bon coin, un bon spot, ça sert à rien d'aller tirer plus loin. Même si j'avais encore l'énergie pour avancer, je peux pas passer à côté d'une si belle occasion là. Histoire de me rapprocher un peu plus du mode de vie des Qatars, voici mon nouveau tapis de sol. Je pense que je vais bien dormir là. Je suis allongé sur ma peau de bête et ça fait du bien pour une fois d'être prêt à se coucher, à se reposer bien avant que la nuit tombe. J'ai bien fait de m'arrêter ici, l'endroit est juste sublime. La peau de bête déjà, excellente idée. Vous pouvez voir derrière que j'ai mon kilt, hein. Je ne l'ai pas encore mis, je m'en sers de coussin. Je porte ce truc affreusement lourd parce que c'est lourd, pour rien. Je me suis dit je vais le mettre mais il fait trop chaud pour le mettre. En fait un kilt ça tient beaucoup trop chaud, en tout cas celui-là. Et la vue en face de moi les amis c'est du n'importe quoi, hein. Château Qatar au loin, coucher le soleil. Là de l'autre côté, ruine, lune. Je peux pas mieux dire en fait. C'est juste le spot idéal. Là les amis aussi, c'est le moment de boire la petite bière. Ça fait plaisir. C'est la bière que la dame d'hier m'avait donnée mais que j'ai pas bu. Donc ça aussi c'est le genre de connerie que tu portes pour rien. Elle est chaude, elle est tiède. Mais c'est comme ça que j'aime les bières. Qu'est-ce que vous voulez? Non, je plaisante bien sûr. Mais ça fait plaisir. Je la gardais pour un moment idéal. Je crois les amis là, je peux pas mieux choisir quoi. Allez, j'arrête le vlog ici. Merci de l'avoir visionné. Je vous dis à demain pour une nouvelle journée de marche et un nouveau vlog. Bonne nuit.